Un homme se réveille dans une mine abandonnée sans mémoire. Tandis qu'il cherche des réponses, il découvre des symboles mystérieux sur les murs qui semblent raconter sa propre histoire. Chaque pas révèle des secrets sombres d'un passé qu'il aurait peut-être mieux valu laisser enterrer. Un voyage de découverte de soi, où la ligne entre rédemption et condamnation est aussi mince que la poussière. Préparez-vous à questionner la nature de la culpabilité dans cette histoire captivante. Abonnez-vous, laissez un like et commentez d'où vous regardez. À l'aube, quand le vent murmurait des promesses oubliées dans les dunes, le ranch de la vallée secrète s'étirait sous un ciel vaste et indifférent. Le soleil, encore bas sur l'horizon, peignait les nuages de tons de rouille et d'or vieilli, reflétant la dureté de cette terre. La poussière, compagne constante, s'élevait en tourbillon paresseux à chaque pas des cow-boys et à chaque souffle plus fort de la brise venant de l'est, apportant avec elle l'odeur sèche de l'herbe brûlée par le soleil et la promesse d'une autre journée brûlante. Le chef d'équipe, un homme à la peau tannée par les éléments et aux yeux marqués par de longues années sous le ciel inclément, se tenait près de la clôture, observant le bétail. Son nom était Jean Martin, mais sur ces terres, où les noms complets importaient moins que la réputation et la force de volonté, il était simplement Martin. Il avait une quarantaine d'années, un âge qui semblait bien plus avancé sous le poids d'une vie de travail acharné et de soucis silencieux. Ses cheveux, autrefois bruns, montraient déjà les premiers fils blancs qui se mêlaient à sa barbe naissante, et sa posture était celle d'un chêne solitaire dans la plaine, ferme, résilient, mais avec des cicatrices visibles sur l'écorce. Martin aimait cette terre avec une passion tranquille et profonde, la même passion qu'un loup aime sa tanière et son territoire de chasse. Il la protégeait avec la vigilance d'un faucon et l'entêtement d'un vieux bison. Le ranch n'était pas seulement un morceau de terre, c'était le refuge, le gagne-pain et l'héritage qu'il avait construit à partir de rien, avec la sueur et le sang d'hommes loyaux qui le suivaient, non pour l'argent, mais par respect. Il y avait une camaraderie brute et honnête entre eux, forgée dans la difficulté partagée. Sa plus grande fierté était de s'assurer que ces hommes et leurs familles avaient ce dont ils avaient besoin, même si cela signifiait se mettre en danger. La méfiance envers les étrangers n'était pas un caprice, mais une dure leçon apprise lors des nombreuses fois où la bonne foi avait été exploitée dans ce territoire frontalier sans loi. Et l'entêtement, l'entêtement était le roc sur lequel il s'appuyait quand tout le reste semblait s'effondrer. C'était le refus de céder, de se briser, d'être dompté par les adversités qui venaient avec la même fureur qu'un coyote affamé par une nuit froide. Mais il y avait quelque chose qui pesait sur Martin, une ombre qui ne disparaissait jamais complètement, même sous le soleil le plus brillant. C'était la culpabilité pour la perte de son frère cadet, David. 15 hivers s'étaient écoulés depuis la tempête de neige qui les avait séparés dans les montagnes. Jean, alors un jeune homme impulsif, avait commis une erreur fatale qui avait coûté la vie à son frère, ou du moins le croyait-il. Le souvenir de ce jour glacial le hantait, et le ranch, le succès qu'il avait construit, semblait en partie une pénitence, une tentative silencieuse d'honorer la vie qu'il n'avait pas pu sauver. Il ne parlait jamais de David, mais l'absence était un trou dans son âme, un silence que seul le vent semblait comprendre. Le territoire frontalier était un creuset de changement. Les rails d'acier du chemin de fer avançaient implacablement vers l'ouest, promettant de connecter l'isolement de la frontière au monde civilisé. Pour certains, c'était la promesse de prospérité, de nouvelles opportunités. Pour d'autres, c'était l'invasion, la destruction d'un mode de vie qui avait été construit sur l'autosuffisance et le respect de la vaste étendue indomptable de la terre. La petite communauté qui desservait le ranch et d'autres propriétés voisines était un microcosme de cette tension. Le saloon, un bâtiment en bois grinçant avec une façade tordue, était le centre nerveux, où nouvelles et rumeurs couraient, comme une traînée de poudre. L'air à l'intérieur était dense avec l'odeur de whisky bon marché, de sueur et de vieux bois. Chaque planche du plancher semblait avoir une histoire à raconter sous la semelle des bottes. Dehors, le vent ne s'arrêtait pas. Son murmure constant entre les cactus et les pierres ressemblait à un murmure ancien,
Un avertissement que la terre possédait sa propre mémoire, gardant des secrets sous ses couches de poussière et de roches. C'est dans ce décor qu'arriva la médecin itinérante. Son nom était Marie Dubois. Elle ne s'intégrait pas facilement au paysage. Jeune, avec des traits délicats qui contrastaient avec la fermeté de ses mains et la détermination dans ses yeux bleus, elle portait une mallette en cuir craquelé qui semblait contenir tout le savoir médical connu. La raison de sa présence sur ces terres lointaines était personnelle et douloureuse. Son père, un homme bon et travailleur, avait succombé à une maladie qu'elle croyait pouvoir être traitée, s'il y avait eu une assistance médicale disponible. Cette perte l'avait poussée à étudier, à défier les conventions sociales qui dictaient que la médecine était une profession pour hommes, et à se promettre que, tant qu'elle aurait des forces, elle voyagerait jusqu'aux confins du territoire, apportant soulagement et guérison à ceux qui en avaient besoin, sans distinction de richesse ou de statut. Elle voyageait à cheval, sous le soleil qui frappait comme un marteau de fer contre son chapeau à large bord, couvrant de longues distances entre des propriétés isolées, ses mains pleines de baume, de bandages et d'espoir. La tension entre Martin et Marie fut immédiate et presque tangible. Il la vit pour la première fois au village, traitant un cow-boy qui s'était cassé le bras en tombant de cheval. Sa dextérité et son calme l'impressionnèrent, malgré sa méfiance instinctive. Quelques jours plus tard, un accident avec un outil tranchant lui laissa une coupure profonde au bras. Le cuisinier du ranch, un vieux métis nommé Michel aux mains tremblantes et aux yeux presque aveugles, tenta de soigner la blessure avec des remèdes maison. Marie, qui passait à proximité en chemin vers une autre ferme, vit la scène et s'approcha, offrant son aide. « Je peux nettoyer cela correctement et éviter l'infection », dit-elle, sa voix calme, mais avec une subtile autorité. Martin recula, son regard un mélange d'orgueil blessé et de réticence. « J'apprécie, mademoiselle, mais nous nous débrouillons ici. Les hommes de cette terre cicatrisent comme les chênes poussent, lentement et par eux-mêmes, » répondit-il, sa voix rauque. Ses yeux se rétrécirent légèrement en signe de désapprobation silencieuse. Mais elle n'insista pas. Cette première rencontre fut un choc des mondes, une collision entre la tradition enracinée et une nouvelle force qui refusait d'être ignorée. Martin se sentit étrangement perturbé par sa douce fermeté. Lui, habitué à imposer sa volonté, rencontrait une résistance là où il s'y attendait le moins. C'était comme essayer de plier une jeune branche de peuplier, flexible, mais résistante à la rupture. La première péripétie ne vint pas d'un ennemi humain, mais de la nature sauvage. Une tempête de sable massive, différente de tout, ce que la région avait vu depuis des années, engloutit le ranch et le village pendant 3 jours. Le ciel devint orange foncé, puis rouge, et enfin, une obscurité oppressante qui empêchait la vision à quelques mètres de distance. Le vent hurlait comme un esprit vengeur, fouettant le sable contre les murs en bois du ranch avec la force de milliers d'aiguilles. Le bétail, terrifié, se serrait dans les corrals, mugissant de panique. La poussière fine s'infiltrait par toutes les fissures, couvrant tout d'une couche suffocante. La pénurie d'eau, toujours une préoccupation, devint critique. La claustrophobie des murs qui craquaient sous la pression du vent, le son constant et l'incertitude créèrent un creuset de tension parmi les cow-boys. C'est dans cet environnement oppressant que la médecin apparut. Elle s'était perdue lors d'une visite dans une ferme voisine quand la tempête commença. Son cheval terrifié la laissa près du ranch. Martin, réticent, n'eut d'autre choix que d'offrir un abri. Sa méfiance luttait contre le code d'hospitalité de l'Ouest, un code aussi ancien que les montagnes lointaines. Sous ce toit, piégés ensemble, le silence tendu entre Martin et Marie était presque aussi palpable que le sable dans l'air. La cohabitation forcée sous le siège de la tempête commença à éroder les barrières qu'ils avaient érigées. Marie, avec son calme inébranlable et sa disposition à aider partout où c'était nécessaire, que ce soit en réajustant un bandage sur un cow-boy ou en aidant Michel à préparer le dîner dans la cuisine enfumée, commença à gagner le respect silencieux des hommes du ranch. Martin observait. Il remarqua comment elle parlait à Michel, dont la vue déclinait graduellement, avec une patience et une gentillesse qu'il voyait rarement.
Il observa aussi, lors d'une nuit particulièrement tendue quand les vents semblaient vouloir arracher le toit, comment lui-même, instinctivement, commença à réciter d'anciens vers d'un poème que sa mère lui avait appris pour calmer les chevaux effrayés dans l'écurie. Marie, assise près de la cheminée avec une expression pensive, écouta. Cette nuit-là, sous la lumière vacillante des lampes, ils partagèrent des histoires. Lui, de manière concise et sans beaucoup de détails, mentionna la tempête de neige et la perte de son frère. La culpabilité, généralement gardée sous clé, s'échappa en quelques phrases murmurées. Elle, à son tour, parla de la douleur de perdre son père et du chemin difficile qu'elle avait choisi, défiant les attentes de sa famille pour devenir médecin. Ce fut un moment crucial, un sauvetage silencieux de leurs âmes isolées, un aperçu des couches plus profondes qui se cachaient derrière leur façade. La tempête dehors semblait une métaphore de la turbulence qu'ils portaient tous deux en eux. Le deuxième obstacle se manifesta peu après la tempête. Quand le ciel s'éclaircit, révélant un paysage couvert de dunes de sable et des dommages mineurs aux constructions du ranch, la vie tenta de revenir à la normale. Mais la normalité fut brisée par l'arrivée de deux hommes bien habillés de la grande ville des banquiers. Ils venaient pour évaluer les terres, mais le véritable objectif était clair, réclamer la dette que le ranch accumulait depuis des années. Martin avait géré la propriété avec efficacité, mais une série d'hivers rigoureux et d'étés secs avait épuisé les ressources. Il avait caché l'étendue réelle de la dette à ses cow-boys, craignant que cela ne mine le moral. La présence des banquiers, avec leurs costumes de laine épaisse déplacés dans la poussière et leurs regards calculateurs, était une affront à ce mode de vie. Ils parlaient en chiffres, en hypothèques, en délais, comme si la terre n'était qu'un actif dans une feuille de calcul, et non le foyer d'hommes et de femmes qui y avaient versé leur sueur. Marie était présente pendant la visite tendue, soignant une coupure à la main de l'un des cow-boys. Elle observa la rigidité du corps de Martin, le poids qui semblait être tombé sur ses épaules. Elle pouvait sentir la pression, la peur subtile sous sa posture de défi. Il était comme un taureau acculé, prêt au combat, mais conscient des limites de sa force. Pendant ce temps, dans la petite communauté, les graines de la discorde étaient semées. Un commerçant local, un homme ambitieux et sans scrupules, nommé Pierre Lefebvre, conspirait. Fils d'immigrants pauvres, il s'était élevé dans la vie grâce à des affaires souvent douteuses. Il voyait l'arrivée du chemin de fer non seulement comme une opportunité, mais comme la chance de consolider son pouvoir. Il achetait discrètement des propriétés sous-évaluées, dans l'espoir de les revendre avec un profit énorme lorsque le chemin de fer passerait. La motivation était claire, se transformer de paria en homme d'influence, le genre d'homme que les banquiers de la grande ville respectaient. Et il ne se souciait pas des moyens. Il commença à répandre des rumeurs sur les difficultés financières du ranch de Martin et d'autres propriétés, essayant de créer la panique et de forcer des ventes. Le pire, il commença à manipuler la pénurie d'eau pendant la saison sèche qui approchait, achetant les droits de puits sur des propriétés plus petites et bloquant l'accès, dans l'espoir de forcer les voisins à vendre leurs terres à n'importe quel prix. Le shérif âgé, Georges Bernard, observait tout avec un mélange de fatigue et d'inquiétude. Son étoile, polie par les années, pesait de plus en plus sur sa poitrine. Il représentait l'ancienne loi de l'Ouest, un code non écrit d'honneur, d'engagement verbal et de résolution des conflits avec sagesse, non avec une violence inutile. Sa principale préoccupation était de maintenir la paix, tandis que le progrès, symbolisé par les rails d'acier, avançait inexorablement, transformant les traditions en reliques et les codes d'honneur en simples souvenirs. Il connaissait Martin depuis des années, respectait son honnêteté et son engagement envers ses gens. Il se méfiait de Lefebvre, sentait l'odeur de la cupidité et de la déloyauté émanant de lui. Mais, tant que le commerçant opérait dans les limites ténues de la loi, le shérif pouvait peu faire. Une troisième péripétie survint, offrant un rayon d'espoir au milieu des nuages financiers. Un jeune cow-boy du ranch, un garçon tranquille et observateur nommé Petit Jean, explorait un ruisseau lointain sur les terres les plus hautes du ranch, cherchant de la pâture fraîche pour quelques têtes de bétail. Il remarqua quelque chose,
qui brillaient dans l'eau peu profonde. C'étaient de petites pépites d'or. La nouvelle, gardée secrète initialement entre Petit Jean et Martin, offrait un espoir réel de salut financier. L'or, même en petite quantité, pourrait être suffisant pour payer la dette et éloigner les banquiers. Mais cela apportait aussi un risque énorme, le risque d'attirer une attention indésirable, de transformer la paix relative de la vallée en une ruée vers l'or sauvage, pleine de bandits et de spéculateurs. La nouvelle de l'or était comme une étincelle sur de la poudre, avec le potentiel d'éclairer le chemin autant que de provoquer une explosion. La sécheresse, la pire depuis des décennies, commença à resserrer son étreinte sur la région. Le soleil, qui frappait autrefois comme un marteau, ressemblait maintenant à un brasier géant dans le ciel. La terre se craquela, les citernes s'asséchèrent, et les rares sources qui existaient se transformèrent en filets d'eau ténus ou disparurent complètement. Le bétail, squelettique, mugissait faiblement sous le soleil inclément. L'atmosphère était lourde, l'air vibrant de chaleur et de manque d'humidité. L'odeur de terre sèche et de poussière était partout. Martin ressentit le poids de cette calamité personnellement. Son incapacité à fournir de l'eau à ses animaux et à ses hommes était un échec dans son essence de chef d'équipe. Il décida d'organiser une expédition pour trouver de l'eau sur des terres plus hautes, sur les pentes des montagnes lointaines, où il y aurait peut-être des sources que la sécheresse n'avait pas encore atteintes. Il laissa le ranch sous la garde de son contremaître, un homme de confiance nommé Paul, et partit avec quelques cow-boys. Le voyage serait long et dangereux, un coup dans le noir à la recherche d'un mirage devenu une nécessité désespérée. Son départ, au milieu de la crise, laissa un vide de leadership et augmenta la tension au ranch. Il partit le cœur lourd, se sentant comme un cerf épuisé, cherchant la dernière source d'eau avant de tomber. Pendant l'absence du chef d'équipe, la vie au ranch devint encore plus précaire. L'espoir diminuait chaque jour qui passait sans nouvelles. Ce fut pendant cette période que Marie, soignant Michel qui se sentait de plus en plus faible, trouva d'anciens documents cachés dans une boîte en bois sous son lit. C'étaient des papiers de transfert de propriété et de vieilles correspondances, révélant que la propriété du ranch avait été acquise dans des circonstances douteuses par l'ancien propriétaire, le père de Martin. Il y avait mention de pressions indues et d'une dispute avec un voisin concernant les limites et les droits d'eau. La révélation fut choquante et jeta une vague d'incertitude sur la légitimité de la possession du ranch par Martin. Si la possession était contestée, tout ce qu'il avait construit serait en danger et la dette envers les banquiers pourrait être exigée immédiatement. Marie garda les documents, ne sachant pas si et comment elle devrait les utiliser. L'information était une arme à double tranchant. Elle pouvait expliquer une partie de l'histoire de Martin, mais aussi le détruire. Elle sentit le poids de la décision sur ses épaules, un fardeau qu'elle ne s'attendait pas à porter. Tandis que la sécheresse s'intensifiait et que Martin était loin, Pierre Lefebvre intensifia sa pression. Il apparut au ranch, offrant au contremaître Paul une somme ridicule pour des droits de passage à travers la propriété, ostensiblement pour faciliter le transport de fournitures, mais en réalité pour s'assurer que le chemin de fer puisse passer par là, augmentant la valeur de ses propres terres voisines. Il promit des puits artésiens en compensation, une offre tentante au milieu de la sécheresse, mais qui venait avec des conditions qui limiteraient l'accès à l'eau pour les autres. L'offre de Lefebvre divisa la petite communauté et les cow-boys eux-mêmes. Certains, désespérés par le manque d'eau, étaient enclins à accepter. D'autres, loyaux envers Martin et méfiants envers Lefebvre, résistaient. Le conflit interne au ranch s'intensifia. Suivre le code d'honneur et attendre Martin, risquant la soif, ou céder à la pression et assurer la survie immédiate, manquant de respect au chef d'équipe et peut-être à eux-mêmes. L'absence de Martin rendit cette décision encore plus torturante. Son voyage à la recherche d'eau semblait de plus en plus une recherche de quelque chose de plus profond. La force de résister quand le monde entier conspire contre vous. La 4e péripétie, de grand impact, secoua le ranch lorsqu'un étranger arriva, monté sur un cheval maigre et couvert de poussière. Il était grand et mince, avec des yeux pénétrants qui semblaient avoir trop vu. Ses traits, endurcis par des années de vie à la frontière,
rappelait à peine le jeune homme abandonné dans la tempête de neige, mais il y avait quelque chose dans son regard, une intensité familière qui fit bondir le cœur de Sarah. Il prétendait être David, le frère perdu de Martin. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. David, vivant, après tant d'années? L'incertitude planait dans l'air. Les intentions de l'étranger restaient obscures. Cherchait-il la réconciliation ou la vengeance pour l'abandon? Le shérif Bernard, avec sa sagesse calme, observait le nouveau venu, essayant de lire la vérité dans ses yeux fatigués. L'arrivée de David plaça Martin, qui revint de l'expédition sans succès total pour trouver de l'eau abondante, dans une situation émotionnellement dévastatrice. La culpabilité latente depuis 15 ans éclata comme une blessure ouverte. Il regarda l'homme devant lui, essayant de reconnaître le garçon qu'il avait perdu, luttant contre le torrent d'émotions qui menaçait de le noyer. C'était comme si le désert de son âme, où seule la culpabilité poussait, trouvait soudain une oasis ou un abîme. Marie, une fois de plus, fut la première à remarquer la ressemblance dans le regard, la même intensité silencieuse qu'elle voyait dans les yeux de Martin. Elle garda son observation pour elle, sentant que c'était un moment qu'il devait affronter seul. Au milieu de la crise de la sécheresse et de l'incertitude concernant son frère, la nature intervint une fois de plus, de manière paradoxale. Une tempête inattendue, violente et soudaine, brisa le cycle de chaleur extrême. Ce ne fut pas une tempête de sable comme la première, mais une tempête de vent et de pluie torrentielle. Le ruisseau qui traversait le ranch, sec depuis des semaines, déborda soudain avec fureur, se transformant en une rivière impétueuse. La force de l'eau détruisit une partie des constructions les plus proches de la rive et menaça les corrals. Ce fut un moment de chaos et de danger imminent. Martin, David, dont l'identité était encore remise en question par certains, et Marie, ainsi que les cow-boys, travaillèrent côte à côte dans la boue et sous la pluie pour sauver personnes et animaux. L'eau glacée et le vent fort fouettaient leurs visages, mais la nécessité d'agir supprima la peur. Dans un instant de pure urgence, tandis que Martin luttait pour dégager une planche qui bloquait le passage de l'eau, il se coupa le front sur un clou exposé. Le sang se mêla à la pluie. Marie, sans hésiter, déchira un morceau de sa propre jupe et le lui tendit pour arrêter l'hémorragie. Leurs mains se touchèrent brièvement dans la pénombre de la tempête. Ses yeux rencontrèrent les siens, pendant une seconde de plus que nécessaire, une reconnaissance silencieuse, un moment de vulnérabilité mutuelle au milieu de la fureur des éléments. Le geste simple, le foulard improvisé, marqua un changement silencieux mais profond dans leur relation. C'était plus que du soin. C'était de la confiance, un partenariat, une reconnaissance que, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête. Ce fut l'un des 5 moments cruciaux de rapprochement et de confiance. La tempête passa aussi vite qu'elle était arrivée, laissant derrière elle un paysage boueux et plein de débris, mais aussi avec une odeur fraîche de terre mouillée et la promesse que l'eau, du moins pour l'instant, ne serait plus le problème immédiat. La destruction eut un coût, des réparations coûteuses et du travail supplémentaire, mais le sentiment de survie et l'union forgée dans la crise apportèrent un étrange soulagement. Le dénouement de l'intrigue commença à se tisser à partir de ce point. Le prétendu frère, David, voyant la douleur et la culpabilité authentiques dans les yeux de Martin pendant la tempête et le travail conjoint pour sauver le ranch, révéla finalement son véritable but. Il ne cherchait pas la vengeance pour l'abandon dans la tempête de neige. Il avait survécu, secouru par une tribu autochtone lointaine, et passé des années à apprendre leurs coutumes et leur philosophie. La vie dans la communauté autochtone, loin de l'amertume du monde civilisé, lui avait enseigné le pardon et l'importance de laisser le passé derrière soi. Il était revenu non pour réclamer ce qu'il avait perdu, mais pour trouver la paix, tant pour lui-même que pour son frère. Cette grande péripétie ébranla les fondations émotionnelles de Martin. La figure qu'il avait imaginée pendant des années, pleine de ressentiment et de douleur, n'existait pas. Au lieu de cela, il trouva un homme qui, comme lui, avait été façonné par l'adversité, mais qui avait choisi le chemin de la guérison plutôt que de l'amertume. C'était un miroir qui le forçait à confronter sa propre culpabilité et la nécessité de se pardonner. La métaphore du désert de l'âme qu'il portait,
commença à céder la place à un terrain fertile, prêt pour de nouvelles semences. La lumière de l'espoir, auparavant faible, commença à briller avec plus d'intensité. Marie, percevant la transformation intérieure qui s'opérait chez Martin, la fissure dans l'écorce dure qui révélait le bois plus tendre en dessous, lui offrit un simple cadeau. C'était une vieille gourde faite de cuir usé qui avait appartenu à son père. Il disait toujours que l'espoir est comme l'eau dans le désert, expliqua-t-elle, en tendant la gourde à Martin. C'est précieux, et parfois on ne le trouve que si on le cherche avec foi. Le geste, apparemment modeste, portait le poids d'une confiance nouvellement découverte entre eux. C'était un symbole de la capacité à nourrir la vie en temps de pénurie, non seulement d'eau, mais aussi d'espoir et de pardon. Martin accepta la gourde, sentant le cuir usé sous ses doigts. Il la garda près de son corps, comme un talisman. Ce fut le deuxième moment crucial de rapprochement. L'échange d'un objet significatif chargé de symbolisme et d'histoire, tandis que la famille Martin gérait sa réconciliation, et là, communauté les conséquences de la tempête, Pierre Lefebvre ne perdit pas de temps. Il manipula le conseil municipal, utilisant son argent et son influence, pour dévier le tracé prévu du chemin de fer, menaçant d'isoler le ranch et de dévaluer considérablement ses terres. C'était son dernier mouvement pour forcer Martin à vendre. La nouvelle arriva au ranch comme un coup. Un rappel que le danger extérieur rôdait toujours, même lorsque les tensions internes commençaient à diminuer. Ce fut le troisième moment, de haute tension, le coup final qui menaçait de détruire tout ce qui avait été construit et reconstruit. Mais Martin, maintenant avec David à ses côtés et Marie offrant son soutien silencieux, ne recula pas. Au lieu de confrontation directe, ils élaborèrent un plan basé sur la connaissance de la terre, la force de la communauté et une idée innovante. Ils utilisèrent les documents de Michel, qui révélaient l'histoire de disputes pour l'eau et les limites de la propriété, pour renforcer leur position légale. David, avec ses années d'apprentissage avec les autochtones, apporta des techniques d'irrigation et de conservation de l'eau qui pourraient transformer le ranch et le rendre autosuffisant, diminuant la dépendance des puits extérieurs contrôlés par Lefebvre. Et la communauté, unie par la peur d'être écrasée par le progrès incontrôlé et inspirée par la résilience de Martin, David et Marie, trouva une manière d'utiliser la petite quantité d'or que Petit Jean avait trouvée. Au lieu d'exploiter le filon à grande échelle et d'attirer une ruée vers l'or dangereuse, ils l'offrirent comme attraction pour une halte ferroviaire intermédiaire, à construire sur les terres du ranch. Une station d'or, promettant de petites pépites pour touristes et curieux, garantirait le passage du chemin de fer, bénéficiant à toute la communauté sans détruire la paix. C'était un plan risqué, mais qui équilibrait tradition, le respect de la terre et de la communauté avec progrès, le chemin de fer et de nouvelles techniques. Lors d'une nuit de célébration modeste pour l'arrivée des premières pluies, constante après la sécheresse, l'air était frais et pur, l'odeur fraîche de terre mouillée et d'herbes vertes s'élevant doucement. Les étoiles dans le ciel nocturne de l'ouest semblaient plus brillantes que jamais. Martin et Marie trouvèrent un moment seuls, assis sur la véranda du ranch, écoutant les sons nocturnes de la campagne. Ils partagèrent un moment de vulnérabilité mutuelle. Elle confessa sa peur de ne jamais appartenir véritablement à aucun endroit, toujours une étrangère, une médecin itinérante. Il révéla que sa véritable richesse n'était pas dans le bétail ou la terre, mais dans les histoires, les traditions et les gens qu'il rassemblait. C'était une confession de l'âme, révélant la profondeur de leur peur et les valeurs qui les guidaient. Ce fut le troisième et le quatrième moment crucial de rapprochement. La conversation révélatrice et la démonstration de vulnérabilité mutuelle. Sous le vaste ciel étoilé, ils virent l'un dans l'autre la même solitude, la même résilience et le même espoir silencieux. La cinquième péripétie émotionnelle, et un point tournant crucial pour le ranch, survint lorsque Martin décida, non seulement de vendre l'idée de la station d'or, mais aussi de diviser la propriété entre les cow-boys les plus anciens et les plus loyaux. Il transformerait le ranch en coopérative, où tous auraient une participation et une responsabilité directe. C'était un sacrifice de son contrôle absolu, du pouvoir qu'il avait détenu pendant tant d'années.
Mais cela représentait son évolution personnelle la plus profonde. Il comprit que préserver un mode de vie, le mode de vie de ces plaines, signifiait l'adapter, ne pas le figer dans le temps. C'était un acte de foi en ces gens et en l'avenir. Ce fut le 5e moment, crucial de rapprochement avec Marie aussi. Un acte de sacrifice qui solidifia le lien entre eux. Elle vit en cela la véritable essence de l'homme qu'il était. Pas seulement un chef d'équipe têtu, mais un leader visionnaire, prêt à renoncer à son pouvoir pour le bien commun. Dans un geste final de confiance, qui scella son engagement, envers la communauté et envers Martin, Marie décida d'établir sa clinique permanente sur les terres du ranch. Elle combinerait la sagesse traditionnelle de Michel et d'autres guérisseurs locaux avec ses connaissances médicales, créant un centre de guérison qui servirait à tous. Pendant la construction du petit bâtiment, un projet communautaire, auquel tout le monde a aidé, Martin et Marie travaillèrent côte à côte. Il y eut un échange de regards prolongé entre eux, un moment de silence qui communiqua plus que les mots n'auraient pu exprimer. Un avenir partagé, basé sur le respect, la confiance et un amour qui avait grandi silencieusement comme l'herbe après la pluie, commençait à se dessiner à l'horizon. C'était la lumière qu'ils avaient cherchée dans le désert. David, le frère, tint sa promesse, apportant des techniques d'irrigation apprises lors de ses voyages qui, combinées à l'expertise de Martin et au travail acharné des cow-boys, permirent à la terre de fleurir de manières inattendues, produisant des récoltes même dans les années les plus sèches. L'espoir n'était plus seulement un concept, c'était quelque chose de tangible, poussant du sol. Le shérif Bernard, voyant la nouvelle force dans la communauté et sentant le poids des années, reconnut que son temps de leadership individuel touchait à sa fin. Il remit symboliquement sa responsabilité à un conseil communautaire, composé de Martin, Marie, Paul, le maire du village et d'autres leaders. Ce fut une étape importante. La transition de la loi d'un homme à l'autogouvernance, ou tradition, et progrès, anciens et nouveaux codes d'honneur, pourraient dialoguer et trouver un équilibre. La foi en la communauté avait prévalu. Quand les premiers rails d'acier atteignirent la région, mois plus tard, ils ne représentaient plus une menace, mais une extension de la communauté qui avait appris à s'adapter sans perdre son essence. La station d'or, modeste mais attrayante, apporta visiteurs et commerces, mais la vie au ranch et au village maintenait son rythme. Martin, observant le train qui arrivait au loin, le son de son sifflet résonnant dans les plaines, ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis 15 ans. La dette n'avait pas été réclamée de la manière qu'il craignait. Elle avait été payée par le pardon, par le sacrifice et par la construction de quelque chose de nouveau et de plus fort à partir des ruines du passé. La culpabilité n'avait pas complètement disparu, mais s'était transformée en cicatrice qui lui rappelait l'importance de la compassion et de la résilience. Marie était à ses côtés, ses yeux bleus reflétant le vaste ciel de l'Ouest. Leurs mains se rencontrèrent une fois de plus, pas par nécessité, mais par choix. Ils avaient trouvé leur place, leur foyer, sur cette terre poussiéreuse et sous ce ciel vaste et sévère. Le sentier de la rédemption n'avait pas été facile, mais il avait mené à une destination de lumière et d'espoir. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert?